Bonjour à tous, excellente matinée à vous sur France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. Soyez les bienvenus dans Vous êtes formidables. Vous connaissez le principe, tous les vendredis j'accueille une personnalité. Je lui propose des portraits de personnes formidables ou qui font des choses formidables dans notre région. L'invité d'aujourd'hui est le cuisinier solidaire de l'année selon Gomillot. Rien que ça. De qui s'agit-il? Allez, quelques indices. Aujourd'hui, nous recevons une figure emblématique de la gastronomie lyonnaise. Il est cuisinier dans l'âme. Sa vocation naît très tôt. À 7 ans, il s'exerçait déjà dans la cuisine de ses parents, qui étaient maraîchers. À 17 ans, il devient meilleur apprenti de France et rejoint tout de suite la brigade de Paul Bocuse. Il deviendra tour à tour meilleur ouvrier et président des maîtres cuisiniers. Il a été chef de cuisine chez Georges Blanc et a même travaillé pour la cuisine de l'Élysée. Aujourd'hui, il a plusieurs restaurants où l'on peut savourer sa cuisine créative. Et il poursuit son aventure culinaire en implantant une pépinière de jeunes talents dans le centre de Lyon. Mais qui est ce chef qui manie aussi bien le homard que la tête de veau? Et oui, qui est caché derrière la porte aujourd'hui et qui a la pêche. Bonjour Christian Tête-Doigt. Bonjour Alain. Merci de nous avoir fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Installez-vous, je vous en prie. Merci. Bon, faut-il vous présenter? Il y a toujours des gens qui ne vous connaissent pas parce que vous êtes installé à Lyon, à l'autre bout de la région. On ne sait pas forcément qui est Christian Tête-Doigt. Donc, chef cuisinier, Nathalie vous l'a dit, plusieurs restaurants à Lyon, dont un restaurant étoilé. Alors, regardez ces images. Ça, c'est vous dans vos cuisines. Mais on va voir dans quelques instants la vue extraordinaire qu'on a depuis ce restaurant étoilé, vue sur tout Lyon. Eh oui. Il faut aimer dominer. Alors, je ne sais pas, ce n'était pas le but forcément, mais le but c'était d'offrir à nos clients, bien sûr, une vue exceptionnelle, ce qui quand même apporte un petit peu plus au côté romantique d'un dîner là-haut. Voilà, donc vous faites rêver les papilles et les yeux. Quand on a un cuisinier sur un plateau, il y a une question à laquelle on n'échappe pas, c'est comment allez-vous en ce moment dans ce climat qui est terriblement difficile pour les cuisiniers, pour les restaurateurs et pour d'autres professions malheureusement? Alors, je vous dirais facilement que c'est pas simple, mais que comme j'ai une nature positive, donc j'essaye de trouver du bon dans toute cette histoire, parce que sinon, ça ne sert plus à rien de se lever le matin. Donc, il faut bien trouver du positif. Donc, je m'occupe, et je crois même que je ne sais pas comment je fais d'habitude, parce que je suis vraiment débordé. Effectivement, vous êtes un homme très occupé, et notamment à aider les autres. Vous avez une pépinière de chef, vous allez ouvrir un centre de formation pas comme les autres, près de Lyon. Vous cuisinez bénévolement pour le centre anticancéreux Léon Bérard qui est situé à Lyon. Et ça, c'est pour redonner le sourire aux malades. Qu'est-ce que j'oublie encore parmi toutes vos activités au quotidien? Oh, on va s'arrêter là, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal pour occuper une journée. Voilà, bon, sinon, effectivement, j'ai ma mission de président international des maîtres cuisiniers de France qui m'occupe aussi beaucoup, puisque j'ai 560 chefs à travers le monde. Donc, il faut s'en occuper, surtout en ce moment, parce que certains ont perdu leur travail, donc il faut les aider à retrouver autre chose. Alors, on va revenir sur tout ça, ce qui vous fait avancer dans la vie. Alors, on le sait, c'est souvent durant notre enfance que se dessinent les lignes de ce qu'on sera plus tard. On va l'évoquer en quelques mots, mais tout de suite, cette photo, regardez. C'est quelle ville, ça? Je crois que ça ressemble au château de Nantes, Reine de Bretagne à Nantes. C'est votre ville natale. Eh oui, tout à fait. Est-ce qu'il reste quelque chose encore de Nantes en vous? Peut-être plus d'ailleurs du métier de vos parents qui étaient maraîchers. Est-ce que c'est là qu'est né l'amour des bons produits, la cuisine? Je crois qu'effectivement, j'ai eu cette chance de grandir à la campagne et de pouvoir être élevé, non pas au grain, mais en tout cas aux légumes et aux volailles et à la viande de la maison, de l'élevage. Et donc, du coup, la qualité des produits était au rendez-vous à chaque repas et c'est déjà une vraie chance dans la vie. Et le goût du partage vient peut-être aussi de cette famille, puisque vous étiez 7 enfants. Oui. Il faut apprendre à partager quand on est aussi nombreux. Effectivement, quand on a 6 frères et sœurs et qu'on est tous donc 7 enfants en 10 ans, donc assez rapprochés. Donc effectivement, il faut avoir une certaine capacité à partager, sinon ça ne se passe pas très bien. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui cuisinait très bien dans la famille? Alors, on dit souvent qu'on se corrige quelquefois mieux à la vue du mal qu'à l'exemple du bien. Maman, si tu regardes, je suis désolé. Mais non, effectivement, ma maman travaillait dans les terres aussi avec mon père. Donc, le repas n'était pas toujours... Il ne faut pas tout faire. Au top niveau, mais quand même, à partir du moment où on cuisine des bons produits, même sur les cuisines simplement, c'est quand même toujours très bon. Alors d'où vous est venu le goût de cuisiner pour les autres? C'est avant tout pour faire plaisir ou il y avait vraiment le goût de la cuisine dès le départ? Oui, je crois que c'est un goût pour la cuisine naturelle. J'ai toujours été très gourmand et donc
En plus, j'aime bien partager. Donc, Et puis merci tonton, Oui. qui vous a offert un livre qui est une sorte de bible, qui est La cuisine du marché de Paul Bocuse. Vous aviez 11 ans, et c'est vrai que ça vous a marqué déjà. ça m'a marqué. Alors, je savais déjà que je voulais faire cuisinier, mais là, du coup, j'ai voulu devenir un chef. Alors là, c'était déjà une autre ambition. La barre Et en tout cas, un chef est un peu plus haute. à l'image de M. Paul, puisque effectivement, la cuisine du marché de Paul Bocuse, c'était, on voyait M. Paul avec son plat en argent et son lot en croûte magnifique. Il était là avec sa grande toque et ses médailles. Vraiment, c'était. Oui, alors, il paraît que vous avez organisé votre premier banquet à l'âge de 7 ans Oui. pour la profession de foi d'un de vos frères. Absolument. Donc déjà, il y avait, à l'âge de 7 ans, il faut le faire quand même, hein, avoir ce goût pour la cuisine. Et on va voir une deuxième photographie qui évoque un petit peu celui dont vous venez de parler, mais on voulait voir la photo quand même, et je sais que vous allez la reconnaître. Quel est cet endroit? Et oui, l'auberge du Pont de Collonges. Voilà, de Paul Bocuse. Vous rejoignez la brigade de Paul Bocuse à l'âge de 17 ans, après avoir remporté le concours de meilleur apprenti cuisinier de France. C'était pas votre première expérience dans un restaurant étoilé, parce que vous étiez passé chez Joseph Delphin. C'était mon maître d'apprentissage. Voilà, et vous aviez 16 ans, et c'était déjà un 2 Alors, étoiles. j'ai commencé à 14 ans chez Joseph Delphin. Et donc, effectivement, j'ai fait mes 3 ans d'apprentissage chez lui. Et après, je suis arrivé du haut de mes 17 ans à Collonges au Mont-d'Or. Je suis parti avec ma petite valise en terre lyonnaise où je ne suis jamais reparti. Qu'est-ce qui vous a appris de plus important, Monsieur Paul? Le courage et donc l'amour du produit, parce que c'était vraiment son credo. Il a toujours défendu le beau produit. Et c'est pour ça que Lyon reste Lyon, parce qu'on peut regarder de partout. Il n'y a pas autour d'une ville autant de beaux produits que celle de... Est-ce qu'il vous a aidé pour ouvrir votre premier restaurant qui était en 1986? Alors, il m'a aidé. Tu te débrouilles. Il m'a aidé de plein de façons différentes, pas forcément financièrement, mais en tout cas, notamment les contacts avec la presse, c'est toujours lui qui m'a envoyé les journalistes quand ils étaient de passage à Lyon pour ceux qui n'étaient pas lyonnais. Et puis, il m'a offert par exemple une brunisseuse. Alors, une brunisseuse, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est une machine qui polie l'argenterie. Et donc, c'est bien pratique. Voilà, comme lui, il échangeait la sienne, il m'a dit viens la chercher, je te donne l'ancienne. Oui. Voilà. Vous voyez, des donc petites plein choses de comme bienveillance ça, à votre toujours égard. Bienveillant. Alors les autres tables qui vous ont marqué, je pense qu'il y a celle de Georges Blanc, Oui. 185-87, les cuisines de l'Élysée aussi, j'imagine que c'est un passage qui laisse des traces. Il faut savoir que Georges Blanc, évidemment, ne vous a pas oublié, ni d'ailleurs les jeunes chefs que vous avez aidés, parce que vous avez donné plein de coups de pouce pendant des années, depuis des années, et même encore aujourd'hui, et eux aussi, eux non plus, ne vous ont pas oublié, on les écoute. Formidable, Christian. Tu es une fois de plus distingué. Donc, bien sûr, je me souviens de ton passage à Ona il y a bien longtemps. Et je crois que tu as toujours été un acteur passionné dans tous tes engagements. Alors, continue comme ça. Bravo et salut, artiste. Bonjour, chef. Je voulais prendre ce moment pour vous remercier pour l'engagement que vous faites pour la gastronomie. Vous remercier aussi pour votre solidarité. Vous remercier aussi sur les rencontres que j'ai pu faire chez vous, de ces différentes personnes qui sont devenues des amis, des grands amis pour certains pour moi, qui ont ouvert leur restaurant, qui aujourd'hui on partage encore beaucoup de choses, et tout ça grâce à vous, parce que vous nous avez transmis cet ADN, l'amour de la gastronomie, donc merci pour tout, chef. À bientôt. Voilà, message du maître Georges Blanc, et message d'un élève qui s'appelle Ludovic May, qui avec Tabata May a ouvert les apothicaires à Lyon, et ensuite un restaurant original qui s'appelle le Foutraboule dans le Vieux-Lyon. Ça vous fait plaisir? Pour lesquels on a participé, parce que du coup on a ouvert un gastropub dans le Foutraboule justement. Dont on espère la rouverture évidemment très prochainement. Oui. C'est dur pour eux, c'est dur pour tous les restaurateurs en ce moment. Donc, Georges Blanc, c'est quelqu'un de formidable. Ouais. Ludovic May aussi. C'est quoi quelqu'un de formidable pour vous, d'ailleurs? C'est quelqu'un qui s'investit dans son métier, qui rayonne, en fait, et qui soit tout simplement un homme bien. Ouais. Vous répondez à cette définition? Écoutez, je m'y entraîne tous les jours. C'est bien d'essayer, déjà. Alors, je vous ai entendu dire, un jour, vous aimiez la cuisine de femme. Alors, je vous propose de découvrir tout de suite le portrait d'une jeune chef qui, elle aussi, est formidable. Elle a repris les fourneaux derrière sa maman, direction Cordon, c'est en Haute-Savoie, à la rencontre de Nadia Mabouk. C'est de sa cuisine raffinée. C'est chez Mireille Le Darbelin. Puis on se retrouvera au salon. Chez Mireille Le Darbelin, c'est l'histoire d'une vraie vocation. 4 années d'études, un stage chez le Père Bise, d'autres qui suivent, et Nadia se lance avec énergie et passion. Si elle a beaucoup appris auprès de grands noms, elle privilégie aujourd'hui l'instinct. Moi, je goûte rarement les choses. Je goûte pour avoir à la fin, pour savoir si c'est bon.
Mais quand j'arrive par exemple sur mon bouillon, je vais tout le temps sentir les choses. Et là, je sais que j'ai pas besoin de rajouter de poivre. Le sel, on est bon. Et j'ai rajouté mon céleri ce matin. Ça va encore s'infuser et j'attends encore un peu. Savoir s'il faut que je rajoute encore quelque chose. Avec elle, en cuisine, une toute petite équipe. Son futur mari, Yuri, chef pâtissier, champion du monde par équipe en 2007. Et Rachel, son second. C'est avec elle qu'elle élabore les assiettes. Avec Rachel, on s'entend bien parce qu'on est entre filles et on dresse des assiettes de filles. On va mettre notre petite fleur, on va... Ouais, c'est des assiettes de filles, ouais. D'ailleurs, certains clients nous ont pas vus en cuisine ou ne nous connaissent pas et ils nous disent « Ah bah tiens, ça c'est dressé par des femmes ». Les 2 entrées du jour, les saumons gravlax. C'est le quotidien qui nous guide, ouais. On cherche pas à monter encore en gamme, encore, à être dans les fameux guides, voilà. Nous, c'est juste nous faire plaisir et faire plaisir aux clients. Aujourd'hui, je me sens, oui, comblée de bonheur par ce que je fais, par mon métier, par ma vie. Alors Christian Tête-Doigt, je vous regardais, la regardais avec un regard plein de tendresse, vous ne la connaissez pas, hein? Absolument pas. Mais c'est vrai qu'elle est attachante et on sent qu'elle aime son métier. Qu'est-ce que la cuisine de femmes a différent de celle des hommes? Est-ce qu'il y a une différence d'ailleurs ou pas? Alors, de moins en moins quand même, parce que les hommes se sont quand même beaucoup entraînés pour... mais elles apportent une petite touche un peu de raffinement, peut-être. Mais vraiment, ça s'estompe et c'est bien, parce qu'on a aussi beaucoup plus de filles en cuisine aujourd'hui qu'avant. Donc forcément, ça fait un mélange savant qui est plutôt réussi. Une assiette de filles, ça a encore du sens aujourd'hui? Peut-être à la campagne, à Lyon au moins. Vous dites d'ailleurs que pour cuisiner, il faut aimer les gens et aimer leur faire plaisir. C'est le b.a.-ba. Non, mais c'est... Avant de savoir bien cuisiner, ce qui est important, c'est d'avoir envie de C'est la première donner. pierre. Si on n'est pas généreux dans ce métier, c'est même pas la peine de le faire. Parce que c'est un métier qui demande tellement d'engagement, tellement de passion que si on ne fait pas avec le cœur, c'est même pas la peine d'y penser. Alors vous aimez les gens, vous le prouvez de multiples façons, je l'évoquais tout à l'heure. Un mot sur cette générosité qui s'exprime notamment en donnant du temps avec Christophe Carlier aux malades du centre Léon Bérard à Lyon. C'est quelque chose que vous faites depuis combien de temps et qui s'est accéléré pendant le confinement? Voilà, donc effectivement, donc ce prix qui nous a été remis à Christophe Carlier et à moi. Le prix du cuisinier solidaire de l'année Voilà. au niveau national. Récompense un travail en fait qu'on a entrepris il y a déjà 2 ans et demi, presque 3 ans maintenant, et on est ravis qu'il soit mis en lumière pendant la suite du confinement, parce que je pense que le sujet de la restauration, de l'alimentation en milieu hospitalier est un sujet important. Et donc, moi, je me suis mis au travail donc, il y a 2 ans et demi avec l'hôpital Léon Bérard pour justement essayer d'améliorer ce qui peut l'être avec les mêmes produits qu'ils utilisent d'habitude. Surtout dans les maladies comme le cancer, où on sait que le moral est très important et bien manger. Et donc là, je suis ravi de vous dire que lors du premier confinement, c'est la première fois que dans un hôpital, il n'y a pas eu de perte de poids chez les patients. Et ça, donc c'est un vrai succès. La preuve que quand on fait bon, les gens mangent. C'est quoi la recette pour arriver à faire bon avec, il faut le dire, relativement peu d'argent parce qu'on dispose d'un faible budget pour nourrir les personnes malades? Oui, donc du coup, c'est des petites astuces. Alors il faut de la technique avec des pressions plus importantes sur les cuissons. Et puis, bien sûr, les sauces, parce que les sauces, ça, c'est toute la magie de la cuisine avec les épices et tous ces mélanges un petit peu savants. Est-ce qu'on peut soigner la présentation justement dans le monde hospitalier, dans les cuisines des hôpitaux, ou est-ce que ça, il faut l'oublier, sachant que la présentation, c'est important, parce que ce qui flatte l'œil fait du bien au moral? Oui. Alors, forcément, vous savez que ça servait sur plateau, donc on est assez limité au niveau de la présentation, c'est toujours à peu près la même chose, mais si on a apporté du soin à l'élément principal, ça ressort quand même beaucoup plus joliment dans le plateau. Ça, je sais que c'est quelque chose qui vous scandalise, le budget qui est alloué à la nourriture, notamment, alors on sort des hôpitaux, mais dans les EHPAD où on nourrit des personnes âgées avec des sommes, mais ridicules. J'ose même pas dire, parce que les gens hurleraient au scandale. J'ai entendu dans certains EHPAD, et notamment dans ces grandes compagnies privées, on nourrit une personne pour 1 euro et quelques centimes d'euros par jour. Non, alors par jour, on est à 3,80. 3,80 par jour et par personne. Ou on arrive à trouver encore pire? Je pense que c'est le minimum, d'après toute l'expérience que je peux avoir, parce que j'en fais quand même pas mal sur la région. Donc autrement dit, le plaisir dans la journée, le plaisir du repas, c'est inexistant. Je pense qu'un euro et quelques, ça doit être par repas. À savoir que là-dedans, on a quand même le petit déjeuner, la pause de 10 heures, le déjeuner, la pause de 16 heures et le dîner.
Donc l'exercice est quand même extrêmement compliqué. Donc forcément, derrière, eh bien, les produits qu'on achète sont très très bas de gamme. Je ne savais même pas que ça existait, d'ailleurs, des produits comme ça. Alors votre générosité, on l'a vu, elle s'exerce auprès des malades du centre Lyon-Léon Bérard. Et des patients. Ouais, et des patients. Ça Patients permet... et des soignants, pardon. Des soignants. Ça permet justement peut-être de donner des idées à certains. Et vous aidez aussi de jeunes chefs. Alors ça a été le cas de Ludovic May. Alors Ludovic, non, il a été mon second à l'Anticaille, voilà. Mais il n'a pas fait la pépinière à l'arsenic. La pépinière, elle s'appelle, alors c'est un nom drôle, ça s'appelle l'arsenic. Oui. L'arsenic, normalement, c'est fait pour empoisonner. Oui, mais justement, mais mon poison à moi, c'est la cuisine. Donc du coup, c'est pour ça que je l'ai appelé l'arsenic. Voilà, c'est un restaurant. Le principe, c'est que vous donnez la chance à un jeune chef de venir s'exercer, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'investir dans un restaurant. Voilà. Et donc c'est une façon de se lancer. Il n'a qu'à s'occuper de sa cuisine, de la créativité, de la recherche du petit producteur avec qui il a envie de travailler. Et donc nous, on s'occupe de tout le reste. Voilà. Et ça marche. Et ça marche, très bien. Et ils se souviennent de vous après, quand ils oui, réussissent à monter. Et du coup, il y a quand même quelques exemples qui ont déjà bien réussi et c'est vraiment chouette, quoi. C'est un motif de fierté. C'est-à-dire quand on est généreux, finalement, on vous l'envoie. Oui, c'est clair. Et là, je vois, depuis, donc ça m'a donné d'autres idées parce que je suis jamais en retard d'une idée. Donc j'ai créé une entreprise qui s'occupe que de ça, que de prendre en main les jeunes. Donc notre zone de clientèle est un petit peu l'Institut Paul Bocuse. Donc on a des jeunes qui sont anciens de l'Institut, qui viennent et on les aide à trouver un local. On met nos avocats, enfin tout ce qu'il faut. Y compris à communiquer aussi, parce que oui. ça fait partie du Donc du coup, on leur fait un restaurant clé en main. Ils ont qu'à réfléchir à leur projet, à leur cuisine, à comment ils vont recevoir les gens, dans quel univers ils veulent les emmener, etc. Oui, et j'aimerais qu'on dise un petit mot de ce CFA, donc qui est un centre de formation que vous êtes en train de créer, qui ouvrira ses portes en 2022, c'est ça, pour former les jeunes, mais de façon un peu originale. Alors, c'est tout à fait nouveau. C'est la première fois qu'il y a un CFA de gastronomie, donc avec l'aide de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de la métropole. Donc nous allons créer... je pense que c'est la formation de l'avenir. On est sur un cursus de 3 mois uniquement à l'école. Tout le reste se fait en entreprise. Donc on a investi énormément d'argent. On est pratiquement à 1 million d'euros d'une étude qui permet de mettre tout le référentiel imposé donc, par le gouvernement à l'éducation nationale pour que les jeunes en entreprise puissent réaliser à la fois en travaillant dans la cuisine, faire du français, des maths, etc. On croise les doigts pour ce centre de formation qui est situé à l'ouest de Lyon, au château de la Croix-Laval. La question formidable, elle est pour vous, elle est dans la bouche de Nathalie, on l'écoute. Votre fils, Jeff, a interprété le rôle du Petit Prince dans le conte musical du même nom, lorsqu'il avait 14 ans. Aujourd'hui, il est restaurateur comme vous. C'est ce que vous souhaitiez pour lui ? Alors... Ça a été difficile parce qu'il a eu une opportunité incroyable quand il était tout petit de faire cette comédie musicale. Il a essayé de continuer dans la musique. Ça n'a pas forcément marché. Alors là, le papa se dit, bah finalement, je suis content que ça soit dans la cuisine qui se réalise. Alors, pour être tout à fait franc, effectivement, que ce soit pour Jeff ou pour son frère, ce n'était pas la vocation que j'avais imaginée pour eux. Mais ils sont tous les deux dans la restauration et ils le font tellement bien que du coup, ils ont réussi l'un et l'autre à se faire un prénom, parce que c'est pas toujours facile d'avoir un père un peu connu. Et donc, vraiment, et en plus, ils se font plaisir dans ce qu'ils font. Donc, je suis vraiment ravi qu'ils le fassent et ils le font encore mieux que moi. Donc, je pense que je vais pouvoir bientôt prendre ma retraite. Vous avez encore un petit peu le temps. La parenthèse musicale, pour le coup, ça a été une source d'inquiétude pour vous, parce que c'est vrai que c'est un milieu complètement différent du vôtre. Oui, parce qu'on a toujours été un petit peu en vase clos dans la famille, puisque il y avait, à part la famille, il y avait le travail, c'est tout. Donc on habitait sur place, au-dessus du restaurant. Donc le jour où il est parti en TGV pour aller à Paris, pour chanter sur les planches du Casino de Paris, ça n'a pas été évident. Et donc on était quand même un peu mortifiés de le laisser partir comme ça. Et puis ça s'est très bien passé. L'encadrement qui a été mis en place pour l'accueillir a été vraiment formidable. Très bien. Continuez à être aussi généreux, puis on croise les doigts vraiment pour la rouverture des restaurants. On l'attend tous. Le selfie de fin d'émission. Eh ben oui, c'est un homme qui est plein d'enthousiasme malgré les temps difficiles. Merci beaucoup à vous, Christian Tête-Doigt, d'avoir été notre invité aujourd'hui. Tout de suite, c'est Karine Tessandier pour Ensemble c'est mieux. On se retrouve évidemment avec un immense plaisir vendredi prochain. Prenez soin de vous. Au revoir.